Voilà ce que c'est que d'être français. La fidélité à la promesse d'émancipation que notre pays porte en étendard. Parce que la France, c'est une espérance. L'espérance du progrès, une espérance que rien ne peut décourager. Parce que la France, c'est un mouvement d'espoir, un mouvement que rien ne peut arrêter. Parce que la France, c'est une espérance. Parce que la France, c'est un projet. Et c'est le projet que je veux porter. Bonsoir à toutes et à tous. Particulièrement honorée d'être avec vous sur ces terres nordistes afin d'accueillir Emmanuel Macron. Rassurez-vous, mon propos ne sera pas long. Qui suis-je? Caroline Sodemont, maire d'Arques dans le Pas-de-Calais, ville de 10 000 habitants. Rien ne me... Rien ne me prédestinait à cette belle fonction, à part ma carrière de journaliste intéressée par la chose publique. Sans étiquette, sans parti politique pour me soutenir, je me suis lancée, la fleur au fusil, à la conquête de ma ville natale, bastion a priori imprenable. Et je l'ai fait. Par conviction, par souci du bien public, par désir de changer le cours des choses. C'est sur un dossier particulièrement difficile que j'ai fait la connaissance d'Emmanuel Macron. Le sauvetage d'Arc International, l'un des plus beaux fleurons de notre industrie verrière. Première entreprise privée des Hauts-de-France avec ses 5500 salariés. Ce jour-là, à l'écoute d'une parole humaniste et bienveillante, j'ai été interpellée par la personnalité d'Emmanuel Macron. Son charisme et son approche talentueuse du monde de l'entreprise et de toutes celles et de tous ceux qui la font vivre m'ont donné l'espoir d'une autre approche de la politique. J'ai alors très vite décidé de suivre celui dont je veux qu'il préside aux destinées de la France. Et je me suis mise en marche en tant que citoyenne responsable, ni de droite ni de gauche, ou plutôt, et de droite et de gauche. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait rassembler les Françaises et les Français, qu'il fallait réconcilier nos concitoyens avec nos hommes politiques qui nous déçoivent depuis des décennies, en qui nous n'avons plus confiance. Notre pays est malade de ces querelles intestines, des partis traditionnels. Une synergie n'est possible que lorsque tous sont animés par la passion du bien commun. Où est la grandeur de la France? Où est notre place dans l'Europe? Où est notre place dans le monde? Notre pays a besoin de renaissance, d'une autre vision. C'est ce qu'incarne Emmanuel Macron.
Lorsque je vois la foule qui s'est déplacée aujourd'hui à Lille, cela renforce ma conviction qu'Emmanuel Macron représente cet espoir de renouveau, ce désir de progressisme, de pragmatisme, afin de mener à bien les réformes nécessaires à notre pays. En Marche est le mouvement de cet espoir, de l'intelligence collective, de la réussite pour tous, des talents de notre jeunesse. Emmanuel Macron est la preuve que l'on peut se rassembler au-delà d'opinions partisanes d'un autre temps. La preuve que l'on peut s'unir lorsque l'on se réfère aux mêmes objectifs, aux mêmes valeurs. Comme celle de replacer l'homme au centre des décisions, car notre potentiel, c'est vous toutes et tous. La politique, pour moi, c'est celle d'Aristote. C'est une vision porteuse de sens et portée par le peuple, premier décideur. Le peuple qui est en train de démontrer qu'il est capable de s'engager, qu'il est capable de choisir. Nous avons cette chance de croiser la route d'un homme neuf qui possède des atouts formidables, celui des compétences, celui de la jeunesse, synonyme d'énergie, de courage, de volonté sans faille, d'inventivité, d'une vision claire du monde d'aujourd'hui. Et de plus, philosophe et fin lettré, ce qui, j'en suis persuadée, lui permet d'appréhender la politique autrement. Nous avons cette année un grand rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquons pas. Alors merci Emmanuel d'être là pour nous. Merci de ton engagement courageux et responsable au service de notre pays. Plus que jamais, nous sommes à tes côtés afin de remporter ce formidable challenge. Vive toutes et tous, vive Emmanuel, vive les Hauts-de-France et vive la France! Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur d'être ici, d'être dans le Nord. Alors moi, je ne suis pas une politique, je suis une représentante, on appelle ça de la société civile. J'aime le Nord, j'aime ma région, c'est mon ancrage. J'ai vécu 45 ans dans cette région. J'y ai fait de courtes études. Et puis un jour, j'ai rencontré un jeune garçon qui m'a parlé du parfum du pain, qui m'a parlé du croustillant des baguettes. Et je me suis retrouvée très tôt derrière un comptoir dans une petite boulangerie qui s'appelait déjà Paul, place Ronde à Lille. C'est là qu'on a démarré, c'est là que je me suis un tout petit peu rendu compte de ce qu'était le monde économique et que j'ai appris à connaître les gens du Nord, leur âpreté au travail, leur courage, leur ténacité devant les difficultés. Par la suite, en arrivant à Paris, j'ai très vite pris conscience des nombreux blocages et des inconvénients d'une centralisation à outrance, de la méconnaissance totale des problèmes de terrain par des gens qui ne sortent pas de leur bureau parisien. Mon parcours citoyen m'a porté tout naturellement vers ceux qui promettaient beaucoup, vers ceux qui promettaient le printemps toute l'année. Mais en fait, que reste-t-il de tout cela? Une instabilité fiscale et juridique permanente, un décalage de plus en plus grand entre le temps de l'entreprise et le temps du législateur.
Une Europe en panne, un monde plus concurrentiel que jamais, avec un marché du travail réduit comme une peau de chagrin pour les femmes, et surtout pour les femmes seniors de plus de 45 ans, dont je m'occupe depuis plus de 10 ans dans une association qui s'appelle Force Femmes, et où il y a d'ailleurs une très belle antenne ici. Cette sortie de route de plus en plus cruelle pour bon nombre de nos concitoyens, cette inégalité toujours pas absorbée, cette éducation de plus en plus inégalitaire pour nos enfants, c'est pourquoi, tout naturellement, ma rencontre avec En Marche a été une vraie révélation et un vrai tournant. Et aujourd'hui, on compte tous, sur Emmanuel, et sur cette rencontre si déterminante. Que chacun d'entre vous puisse aujourd'hui devenir l'acteur du projet alternatif non formaté d'avance par des partis parisiens. Que notre juste indignation puisse se transformer en renouveau politique pour le bienfait de tous. Que l'accès à la formation des jeunes ou à la formation tout au long de notre vie puisse maintenir dans la société les hommes et les femmes qui désirent y vivre dignement. Que la machine à exclusion soit enfin détruite. Et enfin, comme l'a si bien dit Gandhi, que nous soyons le changement que nous voulons dans le monde. Vive En Marche! J'ai oublié de vous introduire les prochains, qui sont Christophe et Delphine. Bonjour, je suis Delphine Alexandre, j'ai 47 ans, je suis enseignante de sciences économiques et sociales au lycée Watteau de Valenciennes. Et j'anime depuis le mois de novembre le comité Watteau-Valenciennes sur ma ville. Bonjour, je m'appelle Christophe Itier, j'ai 48 ans. Alors en fait, j'ai 48 ans dans 3 jours. Et il y a... Et Anniversaire, joyeux anniversaire, Christophe, joyeux anniversaire. Merci. Merci. En fait, vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'il y a quelques semaines, Emmanuel Macron m'a dit « Écoute, Christophe, prévois rien pour ton anniversaire, je vais faire une petite fête. » Donc, je ne vous dis pas la taille du gâteau qui arrive après. Et donc, parce que effectivement, nous sommes à Lille ce soir, nous sommes dans le premier meeting régional de la campagne, et nous sommes ce soir plus de 200. Non, pardon, ça c'est l'autre. Nous sommes plus ce soir au Zénith. Nous sommes plus de 5000. Nous sommes plus de 5000 ici et plus de 1000 dehors qui attendent, qui n'ont pas pu rentrer malheureusement ici ce soir. Et on a une pensée pour eux. Alors vous savez, à Lille, parfois, quand on évoque le nom d'Emmanuel Macron, on nous répond « Macron, ras-le-bol ». Je vous rappelle les valeurs du mouvement, bienveillance.
Donc, et modération. Et donc, juste pour vous dire que Delphine et moi, qui sommes de simples citoyens engagés, des représentants de la société civile, puisque moi-même je suis dirigeant associatif, eh bien, on a décidé de venir ce soir vous dire aussi que nous aussi, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol de voir de scrutin en scrutin l'abstention progresser. On en a ras-le-bol de voir de scrutin en scrutin le Front National progresser, particulièrement dans cette région où, je vous le rappelle, 4 électeurs sur 10 ont voté Front National au deuxième tour des élections régionales. Ras-le-bol de constater qu'à ces mêmes régionales, 2 tiers des moins de 30 ans ne sont pas allés voter. Ras-le-bol de toujours voter par défaut, de toujours voter contre pour sauver l'essentiel et de ne plus jamais voter pour. Ras-le-bol des batailles de mesures techniques sans vision. Ras-le-bol des totems et des tabous. De ces dizaines d'années où le débat politique se résume à supprimer ou sanctuariser les 35 heures, à supprimer ou sanctuariser l'ISF. Ras-le-bol des promesses électorales reniées parce que la situation du pays, de l'Europe, du monde ou de la planète Uranus est plus dégradée que ce que l'on avait imaginé. Ras-le-bol aussi de cette démocratie de l'entre-soi, de cette démocratie qui n'est représentative que par le nom. Combien de jeunes, combien de salariés du privé, combien de femmes à l'Assemblée nationale, et je ne parlerai même pas du Sénat pour nos amis sénateurs qui se seraient glissés dans la salle. Ras-le-bol aussi du cumul des mandats, qui ne renouvelle ni les hommes en responsabilité, ni les femmes en responsabilité, ni les idées. Ras-le-bol aussi de ces discours accusateurs envers les plus démunis, qui ne seraient que des charges de la société, que des fraudeurs, que des assistés. Et ras-le-bol aussi de ces discours vis-à-vis des plus aisés qui devraient avoir la réussite honteuse. Ras-le-bol de cette politique, de cette vision. Ras-le-bol de cette vision, de ces visions d'une société étriquée, d'une société fragmentée. Ras-le-bol de cette vision sur une vision nostalgique du passé. Ras-le-bol d'accuser l'Europe de tous les maux. Ras-le-bol de tous les conservatismes. En un mot, ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. Et c'est pour toutes ces raisons que Christophe et moi, comme vous, comme aujourd'hui plus de 140 000 citoyens adhérents à En Marche, Bravo. nous sommes enthousiastes et fiers. Enthousiastes et fiers de nous être mis en marche dans ce mouvement qui a eu l'humilité, l'été dernier, d'aller écouter 100 000 Français. Enthousiastes et fiers de nous être mis en marche dans ce mouvement qui a pu poser un diagnostic sans tabou du pays. Enthousiastes et fiers d'être en marche dans ce mouvement qui redonne le pouvoir de penser, de proposer et d'agir aux citoyens. Enthousiastes et fiers d'être en marche dans un mouvement qui remet la société civile, le citoyen et la jeunesse au cœur. Enthousiastes et fiers d'être en marche dans le Nord.
où nous comptons plus de 5000 adhérents. Où 176 comités locaux ont été créés partout dans le département. Près de 3 événements organisés par jour depuis octobre. Bravo à vous, mes amis, animatrices, animateurs, adhérents du Nord. On ne lâche rien. Enthousiaste et fier d'être en marche au service d'un projet qui dépasse les clivages anciens, les idéologies d'un siècle dépassé. Enthousiaste d'être en marche pour un projet qui se fonde sur la valeur travail, qui réhabilite la prise de risque, qui réconcilie la liberté et la justice, et qui veut redonner à chacun la liberté d'entreprendre et la capacité d'entreprendre sa vie. Enthousiaste et fier d'être en marche derrière ce projet politique, progressiste, humaniste et européen. Et puis, parce qu'il faut aussi une locomotive pour tirer le projet, nous sommes enthousiastes et fiers d'être en marche pour un candidat qui a pris tous les risques, qui a su créer son mouvement hors parti, notre mouvement, qui a pris le risque de démissionner du gouvernement pour porter ce projet librement, qui a aussi démissionné de la fonction publique, là où tous ses adversaires continuent de pantoufler dans des mandats et des fonctions électives qu'ils n'occupent plus depuis des mois. Enthousiaste et fier d'être en marche derrière un candidat qui s'est déclaré sans attendre le résultat des primaires de gauche ou de droite, sans calcul, pour un projet pour la France. Enthousiaste et fier d'être en marche pour un candidat qui prône pour notre mouvement la bienveillance, y compris avec nos adversaires politiques qui le sont pourtant rarement. Enthousiaste et fier d'être en marche derrière un candidat qui a su dire que non, la déchéance de nationalité n'est pas une réponse face aux attaques terroristes. Un candidat qui a su dire que oui, dans ce pays, il subsiste des discriminations à l'emploi quand on n'a pas un nom qui a la bonne consonance ou quand on n'habite pas de la bonne ville. Enthousiaste et fier d'être en marche pour un candidat qui connaît et comprend l'entreprise, la finance, les enjeux technologiques, et qui ne pense pas qu'Internet est né en France de la privatisation de France Télécom. Enthousiaste et fier d'être en marche derrière un candidat qui, enfin, parle correctement anglais. Enthousiaste et fier d'être en marche avec vous pour un candidat qui va faire entrer la France dans le 21e siècle. Enthousiaste et fier d'être en marche derrière un candidat qui va sauver l'image et l'honneur de la France en sortant dès le premier tour Marine Le Pen.
enthousiaste et fier d'être en marche avec vous pour un candidat qui va nous conduire à la victoire en mai 2017. Et enthousiaste et fier d'être en marche derrière Emmanuel Macron. Merci à tous les deux. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Lille.
bonjour le Nord, bonjour les Hauts-de-France. Vous m'avez l'air d'être formidablement enthousiaste. Je vois tellement de visages amis que je voudrais embrasser. Vous êtes ce soir, ici, au Zénith de Lille. Nous sommes ce soir 5000. « 5000 avec nos histoires, nos parcours, nos différences. Et j'y tiens aussi parce que je les respecte. Nos cheminements, nos imaginaires. Mais nous sommes 5000 à vouloir porter un projet pour le pays, malgré tout cela, pour la France. C'est cela ce qui nous rassemble ce soir. Il y a un peu plus de 9 mois, nous avons fait un rêve, ensemble. Nous n'étions peut-être pas 5000 ce jour-là. Celui de lancer en marche et de ne pas nous arrêter au clivage, à tout ce qui jusqu'ici bloquait le pays, aux vieilles habitudes, au corporatisme. Et ce rêve, vous étiez des millions à le faire. Et mois après mois, cette vague a grandi. Ce mouvement s'est renforcé. Et vous êtes là ce soir, parce que ce rêve n'était pas une folie. Il était une ambition extrême pour le pays, pour notre pays. Celle justement de travailler ensemble à un projet qui nous unit, plutôt que de rester divisés sur nos petites différences. Il y a quelques semaines, un reportage passait sur le mouvement dans le Nord, En Marche. Et le journaliste demandait à quelques-uns, toutes celles et ceux qui étaient, je crois, autour de Christophe, s'ils avaient voté jusqu'ici à gauche. Et la moitié de la salle a levé la main. Puis, le même journaliste a demandé qui ici a voté la dernière fois à droite. Et la moitié de la salle a levé la main. Ça ne veut pas dire que nous pensons tous la même chose surtout, mais ça veut dire que nous sommes tous et toutes là d'entendre les chicayas, d'être pris dans cette comédie humaine des petits jeux, et que tous et toutes, ce qui nous rassemble, c'est cette ambition de faire ensemble, de faire entrer en effet la France dans ce siècle nouveau, et de donner à chacune et chacun sa place. C'est cela En Marche, dans ses différences, dans sa différence, c'est notre projet. Alors je suis heureux aujourd'hui d'être dans nos Hauts-de-France. Parce que moi aussi, comme vous le savez, je suis un enfant des Hauts-de-France. De ce qu'on appelait naguère encore la Picardie.
Cette terre, votre terre, notre terre, c'est une terre-monde. C'est un endroit où le monde s'est fait. C'est un endroit où on a fait les guerres, où on a fait le commerce, au cœur de l'Europe, où on a produit. C'est ici que la révolution industrielle, pour partie, s'est jouée, que les mines se sont ouvertes et ont fait travailler tant et tant d'hommes, d'enfants pendant longtemps, de femmes. C'est ici que l'acier s'est développé, que le textile a grandi. Ces terres, elles ont été au cœur du monde nouveau au XIXe siècle et bien avant. Ces terres ont toujours été des terres d'ambition, des terres d'avenir. Ces terres de Hauts-de-France, ce sont aussi, mes amis, des terres de combat. Du combat social, celui mené dès le début et qui s'est noué ici, après Courrières, où 1099 ouvriers sont morts. Des terres de bataille, où, pied à pied, mois après mois, la justice sociale s'est créée dans notre pays et s'est propagée en Europe, parce que des femmes et des hommes se sont battus pour construire des droits nouveaux, pour que le monde soit plus juste. Des terres de combat politique aussi. Et je veux ici avoir une pensée pour Roger Salingro. Un homme, vous pouvez l'applaudir. Grand maire de Lille, qui s'est toujours battu contre les extrêmes, l'extrême droite, les ligues. Il en est mort. Ces terres, elles ont toujours été dans le monde, elles ont toujours été dans le combat. Elles sont au cœur du défi français. Parce que oui, notre pays aujourd'hui, il est au monde, il est dans le monde, et il est face à des combats nouveaux que nous allons inventer ensemble, des combats qui nous feront entrer dans ce siècle nouveau. Alors oui, mes amis, ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que nous devons être à la hauteur de cette histoire collective. Jamais nous ne devons accepter celles et ceux qui, bafouant cette histoire, voudraient nous faire croire que notre avenir se construit dans l'enfermement, dans le repli, dans l'oubli du monde. Jamais. Jamais nous ne devons accepter le discours de celles et ceux qui voudraient nous expliquer qu'il faut accepter le monde tel qu'il vient, s'adapter aux injustices, aux incohérences, à une mondialisation parfois devenue folle. Jamais. Nous sommes depuis 2 jours parmi vous, au cœur de ces Hauts-de-France, et nous y avons vu les fractures profondes qui touchent notre pays. Parce qu'ici se joue, comme un résumé du défi français, il y a Lille, la triomphante, la conquérante, la métropole, capitale de la culture, du numérique, du commerce, de l'industrie du XXIe siècle. Lille n'a pas peur de la mondialisation, elle y vit. Elle est au cœur de l'Europe. Elle voyage. Elle a une jeunesse qui étreint des continents et ce monde nouveau. Et je veux ici rendre hommage à Martine Aubry, qui n'est pas avec nous ce soir, mais à laquelle je souhaite
le meilleur rétablissement possible. Et je veux aussi rendre hommage à Pierre Mauroy, qui a accompagné cette transformation. Ce sont, à côté de cette métropole de Lille, des terres qui se transforment, qui ont souffert de la désindustrialisation, qui ont à un moment été frappées et qui se redressent, se réinventent avec courage. C'est Valenciennes, cher Laurent. Par le travail que tu conduis aujourd'hui et qui a été mené par Jean-Louis Borloo il y a maintenant près de 20 ans. Ce sont des terres industrielles qui résistent, comme à Arques, chère Caroline, et nous l'avons vécu. Des terres qui se battent contre les injustices, qui innovent, qui inventent. Nous étions ce matin, cher Frédéric ALM, et nous l'avons vu ensemble. Et puis, ce sont en même temps des terres qui ont été sacrifiées par la mondialisation. J'étais hier dans le bassin minier. Vous pouvez l'applaudir. À Lens, puis Neuilly-Mines, puis Hénin-Beaumont. Des terres où ce que ressentent nos concitoyens, c'est d'avoir été, en quelque sorte, la chair à canon de la mondialisation, d'avoir pendant tant et tant de décennies travaillé dur pour produire, puis d'avoir été balayé par un monde qui d'un seul coup changeait, d'avoir été balayé lorsqu'on leur a soudain expliqué qu'on allait fermer la mine, qu'on allait arrêter la sidérurgie un peu plus loin. Alors là, le chômage s'est installé et n'est plus jamais parti. Alors là, le désespoir s'est installé, la grande misère. Dans ces terres, que ça plaise ou non à certains, on vit beaucoup plus dur et on vit moins longtemps. Et c'est une injustice qu'il faut regarder en face. Oui. Parce que si nous en sommes arrivés là, c'est que pendant trop longtemps, nous n'avons pas voulu regarder ce monde en train de changer. J'étais hier avec beaucoup de commerçants, d'artisans à Lens, et il y avait Gervais Martel, que vous connaissez bien. Je vois qu'il y a des supporters de Lens. N'ayez pas d'ennui avec les supporters du LOSC. Il me disait une chose très vraie. Son père était mineur. Il me disait, mon père, qui est mort avant que tout cela ne ferme, me disait, dès le début des années 70, la mine, ça ne pourra pas durer. Il le savait très bien. Mais nous n'avons pas voulu voir. Les dirigeants n'ont pas voulu voir. Ils n'ont pas voulu raconter le monde tel qu'il était en train de se faire, en train de bouger. Parce que oui, le changement fait peur. Parce que le changement menace des emplois, des habitudes. Mais à ne pas vouloir voir, expliquer, préparer, eh bien tout s'est passé soudainement et a été d'un seul coup balayé. Alors ce que je ne veux pas aujourd'hui, pour mon pays, c'est refuser de voir les risques, parfois terrifiants, voir les changements
qui font peur et qui tétanisent. Je veux qu'ensemble, nous les nommions. Je veux qu'ensemble, lorsqu'on se rend dans ce bassin minier, on nomme les injustices, on nomme tout ce que nous n'avons pas suffisamment fait, on nomme en même temps les formidables batailles qui sont conduites sur le terrain par certains élus, par les associations, qu'on nomme la générosité des femmes et des hommes qui vivent, qui aiment le travail, qui veulent du travail, qui ne demandent pas à être assistés, qui veulent aller de l'avant. Et donc, ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est simple. Nous sommes, toutes et tous ici, désenracinés. Nous vivons en France, nous vivons sur ces terres, et nous partageons le même destin. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des terres qui réussissent formidablement bien, et des terres qui soient condamnées à la stagnation ou au recul. Parce que nous sommes désenracinés. Et en étant enracinés, nous partageons ce destin commun. Et l'enracinement, comme le disait formidablement Simone Veil, ce sont des devoirs. Le devoir de regarder, de nommer, de s'engager. Et ne vous trompez pas que toutes celles et ceux qui réussissent et que je veux aider n'oublient jamais d'où ils viennent, où ils sont nés, où ils vivent, où iront grandir leurs enfants et leurs petits-enfants. La responsabilité de vous qui êtes dans la salle et qui réussissez, c'est d'être là, enracinés, et de vous engager pour les autres. La responsabilité de celles et ceux qui doutent, c'est de faire confiance, c'est de ne pas croire. De trop nombreux discours qui voudraient vous faire croire que haïr celui qui réussit est la meilleure façon de se sortir du dénuement. Ça n'est pas vrai. Qu'avoir peur de l'autre, c'est au final se protéger. Ça n'est pas vrai non plus. Nous avons tous et toutes une responsabilité commune, celle des enracinés. Alors, ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que le projet que nous allons porter, pour ne pas commettre les erreurs d'hier, c'est un projet lucide. C'est celui de l'émancipation. L'émancipation, c'est la liberté encouragée pour celles et ceux qui réussissent, qui veulent entreprendre, faire, oser, tenter. Elle est essentielle. Et l'émancipation, c'est aussi les opportunités redonnées à celles et ceux qui sont parfois bloqués, assignés à résidence, à qui la société ne propose plus rien, si ce n'est des aides, et à laquelle, en quelque sorte, on s'est habitué. L'émancipation, c'est un projet commun, c'est notre responsabilité commune. L'émancipation, c'est ce que nous allons ensemble porter pour toutes et tous dans notre pays. Alors l'émancipation, mes amis, elle se construit d'abord en regardant le monde en face. Parce que nous sommes au monde, comme je vous le disais.
Nous n'existons pas comme une enclave. Notre destin est universel. Alors oui, ce monde est plein d'insécurité. Vous êtes ici, aux portes de quartiers qui ont parfois fait trop parler d'eux, qui ont porté cette insécurité, qui ont nourri l'angoisse, en Belgique comme en France. Elle est là. Le mal est là, dans notre société. Et il faut le regarder en face. Cette insécurité, elle est internationale, parce que c'est l'hydre de ce terrorisme nouveau, de ce projet de destruction de l'autre, de ce djihadisme totalitaire. Je ne parle pas de guerre pour ma part. La guerre suppose d'avoir un ennemi constitué et une armée face à soi. C'est une lutte que nous conduisons. Une lutte radicale, profonde, une bataille militaire sur certains théâtres d'opération, mais une lutte politique, culturelle, en notre société même. Et nous devons la regarder en face. Mais nous devons la regarder sans pour autant nous diviser. Le piège que nous tendent nos ennemis, c'est celui de la haine, de la fracture, du repli sur soi. Qu'attendent celles et ceux qui nous attaquent? Que nous ayons peur, que nous nous replions, que les quelques-uns qui tuent nos frères nous fassent nous diviser entre nous et conduisent à un malheur encore plus profond. La réponse, elle doit être claire, totale, extrême. D'abord la lutte, partout où nos intérêts se jouent, partout où la sécurité de nos concitoyens est à l'œuvre. Nous devons là intervenir, mais intervenir avec intelligence. Être conscient d'un ordre du monde qui est en train de profondément changer, où des puissances nouvelles émergent, avec lesquelles nous devons avoir un dialogue exigeant. Intervenir partout, sur le plan diplomatique et éventuellement militaire, en construisant une diplomatie et un projet de paix. Notre sécurité, mes amis, elle ne sera pas assurée par une France qui attaquera partout, tout le temps. Pas plus que notre sécurité n'a été assurée lorsque les États-Unis d'Amérique ont décidé de réagir aux attentats de 2001 par une attaque immédiate qui a conduit à quoi? À la déstabilisation profonde de toute une région, à la naissance de formes nouvelles d'organisations terroristes. Cela, nous ne devons pas le reproduire. La politique internationale que je veux conduire, pour notre émancipation vraie, et donc pour notre sécurité, c'est celle qui respectera l'équilibre, qui préservera l'indépendance française, qui assurera la stabilité des États et qui, partout, défendra nos valeurs et nos principes. Pour construire la paix, nous avons donc besoin de retrouver le fil de cette diplomatie d'indépendance française, celui qui s'est construit dans l'histoire même de notre pays, qui fut porté par le général de Gaulle, un grand Lillois, puis par François Mitterrand. Cette politique, nous devons aussi la construire à l'aune de ce monde nouveau. Oui, ces risques sont absolus.
Le monde se recompose. À nos frontières, le terrorisme se prépare. À nos frontières, de nouvelles migrations arriveront. De Syrie aujourd'hui, d'Irak demain, de la Corne de l'Afrique, des migrations politiques, climatiques, immanquablement. Et cette diplomatie nouvelle, nous devons la construire avec l'Europe. Elle est essentielle. J'étais il y a quelques jours à Berlin. J'ai parlé aux Allemands, aux dirigeants, mais aussi à la jeunesse allemande, à l'université Humboldt. Et je leur ai tenu le même discours. Je vous dis ça parce que, bien souvent, l'habitude française, ou la chorégraphie classique, c'est de vous dire ici que nos problèmes sont européens, que nous allons renverser la table avec l'Allemagne, que nous allons être très très durs, que nous allons aller voir la chancelière et lui expliquer ce qu'elle devrait faire. Puis ensuite, c'est d'aller en Allemagne et de dire que la France sera le premier partenaire comme il l'a toujours été. Donc, je ne vous propose pas de renverser la table, parce que nous y sommes, c'est la nôtre. L'Europe, c'est nous. Bruxelles, c'est nous. C'est nous qui l'avons voulu. Et nous avons besoin de l'Europe. Parce que l'Europe nous rend plus grands, parce que l'Europe nous fait plus forts. Nous continuerons à avoir une diplomatie française, mais d'évidence, nous serons plus forts au niveau européen. Regardez le monde. Un pays continent, la Chine, le bloc américain, des puissances régionales qui ne partagent pas nos valeurs, mais avec lesquelles nous devons discuter. La Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite. Et regardez ce qui est en train de se passer. L'Europe, qui a vécu dans sa chair les attentats, fomenté pour partie en Syrie et en lien avec ce qui s'y passe. Les migrations et les réfugiés qui ont bousculé l'Allemagne, venant du Proche et Moyen-Orient. L'Europe vit au cœur de ces risques. Et l'Europe n'a même pas été à la table des discussions. Donc oui, nous devons avoir une diplomatie indépendante et exigeante. Mais oui, nous devons aussi avoir une vraie Europe de la sécurité, de la défense. Et oui, si l'Europe n'avance pas assez vite, nous devons accepter de le faire à quelques-uns. C'est cela ce que j'ai dit à nos amis allemands. Commençons par le faire à deux. Déjà, acceptons à deux d'avancer, de faire plus, de peser. Vous savez, quand j'entends certains dire la France aura, vis-à-vis des États-Unis, une politique très exigeante, la main sur le cœur, pensant que nous sommes encore à l'époque du général de Gaulle. Je me réfère parfois
au général de Gaulle, qui est une grande figure de notre histoire, le père de nos institutions et un homme qui a redonné à notre pays sa fierté et sa force. Mais le général de Gaulle ne faisait pas souvent référence à MacMahon pour construire sa politique. Eh bien, c'est à peu près aussi intempestif qu'aujourd'hui de se réclamer d'une politique purement gaullienne. Le monde a changé. Il n'est plus le même. J'en entends certains dire, pensez-vous, il a 39 ans, qu'est-ce qui va se passer quand il sera face à M. Poutine, à M. Trump ? Non, je prône la bienveillance. Je crois dans les vertus de la diplomatie et je pense qu'aussi longtemps que la diplomatie permet d'empêcher la guerre, elle est préférable. J'entends celles et ceux qui font mine de douter, mais j'ai, vous savez, des remarques de bon sens à leur dire. La première, c'est que beaucoup de celles et ceux qui disent ça ne seraient pas aujourd'hui invités à la table face à M. Poutine et M. Trump. Qu'ils se rassurent. Parce que leur politique conduirait à cela et a parfois conduit à ce résultat. Qu'ils n'imaginent pas une seconde que si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous n'avons pas une politique exigeante, d'indépendance, de lucidité, et que si nous n'avons pas une véritable exigence européenne, ils ne seront plus invités à la table face à M. Poutine et face à M. Trump. Donc ce que je veux pour mon pays, c'est cette politique exigeante d'indépendance française, franco-allemande, européenne, qui nous permettra de porter notre vision, notre sécurité, nos valeurs, et qui nous permettra d'avancer dans le monde pour, oui, tendre une main aux États-Unis et leur proposer de poursuivre cette histoire que nous continuons ensemble depuis tant de siècles. Et avoir un dialogue exigeant avec la Russie, parce que nous devons parler avec elle. Mais parler avec elle, ça ne veut pas dire être fasciné par elle. Ça ne veut pas dire oublier que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Et oui, c'est cela, protéger notre pays. Regarder le monde tel qu'il change, avec lucidité, défendre nos intérêts, mais en même temps le faire avec une exigence chevillée au corps. C'est pour cela que lorsque je suis allé en Allemagne, j'ai proposé à nos amis allemands d'avoir une vraie politique de sécurité collective aux frontières, d'avoir un Schengen renforcé. Ceux qui proposent de balayer Schengen sont des naïfs. Ils oublient d'ailleurs qui a été à l'origine du projet Schengen. Pas ce que je qualifierais de progressiste, mais M. Pasqua, avec d'autres, qui fut
un ministre de l'Intérieur respectable de la France, mais qui n'était pas réputé pour son laxisme. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a vu avec ses homologues que notre sécurité était mieux assurée aux frontières d'un espace commun et partout à l'intérieur de cet espace. C'est cela, Schengen. Et donc, quand on nous promet, quand le Front National, le parti Front National, nous promet de rétablir des sécurités aux frontières, il vous ment. Il vous promet de refermer le pays, de changer la vie de toutes celles et ceux qui, ici à Lille, passent leur vie d'un côté et de l'autre de la frontière. Alors que ce qu'il nous faut, c'est un contrôle renforcé aux frontières communes. C'est une politique commune d'asile, gérée depuis les États tiers, depuis l'origine, en évitant à des familles de prendre des risques absolus, de traverser la Méditerranée pour ensuite attendre des mois, en se demandant ce qu'elles deviendront. C'est d'avoir une politique de renseignement commune et renforcée entre nous, d'avoir une gestion des titres communs, d'avoir des services de renseignement qui échangent davantage d'informations, d'avoir aussi une politique ensemble vis-à-vis des États d'origine et des États tiers. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsque nous refusons de donner des titres à certaines personnes qui demandent ou le statut de réfugiés, ou qui demandent d'avoir leurs papiers lorsqu'ils sont migrants économiques, eh bien, nous devons pouvoir les reconduire dans le pays d'origine. Ce n'est pas une pratique injuste, c'est une pratique efficace. Sinon, plus rien n'a de sens. Et il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, nous laissions s'installer une forme de laxisme coupable, où des femmes et des hommes qui n'ont pas obtenu ces titres, eh bien, restent dans le pays et restent en s'installant dans la clandestinité, en s'installant eux-mêmes dans la précarité et en conduisant une partie de notre population à considérer que plus rien n'a de sens, que le laxisme est là, que donc tout est possible, et à confondre toutes les peurs et tous les sujets. Ce que j'ai proposé à nos partenaires européens, c'est donc d'avoir ensemble, chaque année, une conférence avec les États d'origine et les États de transit pour signer des accords effectifs de reconduite à la frontière, pour signer des accords qui conditionneront notre aide publique au développement à leur effectivité. C'est cela une politique d'exigence, de générosité et de responsabilité. Et quand j'entends qu'on peut nous proposer, pour la énième fois, des quotas, mais c'est à supposer que lorsque les quotas ne sont pas respectés, on ait la main pour les faire respecter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne propose pas une politique idéologique en matière d'immigration, je propose une politique efficace, claire, menée avec nos partenaires européens. C'est cela notre projet. Mais en même temps, nous nous battons pour notre sécurité, pour avoir cette politique européenne claire, conquérante, parce que nous avons des valeurs différentes de certains autres. C'est aussi pour cela que lorsque je me suis rendu en Allemagne, j'ai reconnu le courage de ce pays, sa dignité, lorsqu'il a accueilli des réfugiés venant de Syrie et d'autres pays. Il les a accueillis parce que ce sont nos valeurs.
Parce que tout ce que je viens de vous dire n'aurait pas grand sens si, au fond, nous ne savions pas défendre nos valeurs. Parce qu'un homme, une femme, une famille qui a quitté son pays, qui a pris tous les risques, qui a traversé la Méditerranée ou la route des Balkans pour arriver en Europe, vivre libre, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi d'arriver en France. Ce n'est pas quelqu'un qui vient ici pour profiter de la France. Ce sont des femmes et des hommes, d'ailleurs, qui veulent travailler, construire leur vie. Non. Ils ont défendu des principes, la liberté. Ce sont des émancipés. Et parce que nous nous battons avec lucidité, avec les principes que je viens de rappeler qui seront les nôtres, parce que nous allons nous battre partout, avec clarté, avec détermination et vigilance, eh bien oui, nous devons le faire en défendant nos principes et nos valeurs. Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il était Premier ministre, a eu une très belle réplique. Son ministre du budget, ce qui n'est jamais un rôle facile, vient le voir et lui dit « C'est le Premier ministre, c'est de plus en plus coûteux, la guerre est absolument terrible pour le pays, il va falloir qu'on coupe des budgets. » Il dit « C'est souvent le cas d'ailleurs, on fait comme ça, le budget de la culture est un bon candidat. » Et Churchill lui répond « Mais si nous baissons le budget de la culture, alors pourquoi faisons-nous la guerre ? Alors je vous le dis, nous menons une lutte contre le terrorisme. Nous mènerons des batailles. Nous avons des ennemis. Mais si nous menons cette bataille partout, à quoi bon si nous-mêmes nous oublions nos valeurs ? À quoi bon se battre contre les terroristes si nous divisons le pays, si nous prenons la déchéance de nationalité ou si nous divisons le pays sur ses valeurs mêmes ? À quoi bon nous battre pour notre sécurité ? À quoi bon nous battre contre des ennemis qui ne respectent pas la liberté, nos valeurs, si en même temps nous-mêmes, nous ne sommes plus à la hauteur de ces dernières, si nous-mêmes nous ne savons pas accueillir celles et ceux qui ont pris tous les risques, celles et ceux qui se sont montrés français en faisant cela. Nous nous battons pour notre sécurité, mais à la fin, nous nous battons parce que nous sommes ces émancipés, parce que nous voulons ces valeurs. Cette émancipation que nous voulons, que nous portons pour le pays, c'est aussi celle qui se construit par le travail. Oui, le travail. Nous avons beaucoup de débats aujourd'hui pour savoir si il faut bousculer le pays pour le faire entrer dans la mondialisation en aidant en quelque sorte celles et ceux qui sont en train de réussir à aller plus vite, ou s'il faut acter de la défaite, dire ben oui, à Lille on réussit très bien, à côté on ne réussira jamais. Et donc distribuer ce qu'on ne sait plus produire par qui des revenus universels, qui des dotations améliorées, ou que sais-je. Le premier projet est un projet injuste, et je ne le partage pas. Parce que nous sommes les enracinés que j'évoquais, parce que nous ne pouvons pas accepter que certaines et certains aient le privilège du travail et réussissent seuls. Le deuxième projet, il est inefficace. Parce qu'on ne peut pas promettre de redistribuer si on ne produit pas.
si on ne réussit pas, si le pays n'est pas tiré. Alors oui, ce que je veux, c'est un projet de justice efficace, de justice sociale au siècle contemporain. Le projet que nous portons et que nous allons construire ensemble, il est basé sur le travail, mais le travail tel que ce siècle nouveau nous permet de le construire, de le penser. C'est cela, l'émancipation contemporaine. Parce que je veux être le candidat du travail, je veux qu'on entreprenne, qu'on réussisse, qu'on prenne des risques plus facilement. Je l'ai dit, je veux simplifier les normes pour toutes celles et ceux qui créent, qui entreprennent et qui font. Avoir un droit du travail plus simple, non pas en promettant de bouger toutes les lois, non. En actant ensemble une chose toute simple, c'est que la loi ne peut ni ne doit être la même lorsqu'on a une multinationale à Lille, à Paris ou ailleurs. Lorsqu'on est une start-up, lorsqu'on est une TPE, ça ne peut pas être la même chose lorsqu'on est dans le BTP, lorsqu'on est dans la sidérurgie, lorsqu'on est dans la boulangerie. C'est évident, mais c'est ainsi. Et donc, ce que je veux, c'est beaucoup plus simple. C'est que la loi définisse des principes et qu'ensuite, au niveau de la branche et de l'entreprise, on négocie la réalité sur le terrain, ce qui fait la vie de l'entreprise. C'est cela notre projet. Et donc, pour ce faire, nous aurons des principes généraux et tout sera renvoyé à la négociation dans l'entreprise, dans la branche, pour que la vie des entrepreneurs soit plus simple, plus concrète, au réel du quotidien. Parce que cette République contractuelle à laquelle je crois, c'est aussi celle qui est plus juste, qui permettra de mieux protéger, qui permettra de faire réussir. Parce que je crois dans l'initiative économique, eh bien, je veux supprimer le RSI. Les allègements de charges seront maintenus, un droit d'option vers le régime général sera permis, mais la gestion du RSI sera adossée au régime général. Parce que la vie des entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales doit être facilitée. Parce que je suis le candidat du travail, je transformerai le crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement de charges stables, visibles, pérennes. Ce seront donc 6 points de charge
patronale en moins pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut, qu'elles soient indépendantes, que ce soit des individuels, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des entreprises, cher Christophe, de l'économie sociale et solidaire. C'est de la justice. Parce que ce coût du travail, dont on a beaucoup parlé, est aujourd'hui inefficace, eh bien nous devons encore l'alléger pour les emplois les moins qualifiés et pour les plus jeunes. C'est pour cela que j'ai décidé qu'au niveau du SMIC, ce seront 10 points de charge qui seront supprimés. Parce qu'aujourd'hui, nous ne finançons nos grands risques, la couverture sociale, comme on l'appelle, que sur le travail. Eh bien, la transformation que nous vivons va nous conduire à financer davantage par l'impôt, parce que c'est plus juste, parce que c'est plus cohérent, et donc à diminuer le coût du travail pour tout le monde, et ce faisant, à faciliter les embauches. De la même façon, parce que je veux que le travail partout paye mieux, je souhaite alléger les cotisations salariales, celles qui sont payées par chacune et chacun, et supprimer un peu plus de 3 points pour les remplacer par une augmentation plus limitée de la CSG. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes celles et ceux qui travaillent, quel que soit leur revenu, quel que soit leur statut, eh bien demain verront leur pouvoir d'achat augmenter. C'est cela ce que je veux. L'émancipation par le travail, elle doit aussi construire les règles et les équilibres de ce monde nouveau dans lequel nous entrons. Et donc oui, je souhaite que chacune et chacun soit protégé face au risque du chômage différemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous sommes face à des injustices. Lorsque vous êtes salarié, vous êtes protégé. Vous avez des allocations chômage. Lorsque vous êtes un indépendant, un commerçant, un entrepreneur, et que demain vous échouez, parce que chacune et chacun échoue, et il y aura d'autres échecs dans la société, et l'échec fait partie d'une société du risque, eh bien vous n'êtes pas aujourd'hui protégé. Il y a aujourd'hui en France cette injustice fondamentale. Ce que je veux donc, c'est que le chômage devienne une protection universelle pour toutes et tous. Et que, face à cette protection, il y ait des droits et des devoirs. Et donc, il n'y aura plus un droit au chômage parce qu'on a indemnisé. Il y aura un droit pour tous, avec des devoirs, celui de se former ou d'accepter l'offre d'emploi décente qui est proposée, parce que je ne veux plus entendre des femmes et des hommes qui expliquent « j'ai encore le droit de rester un peu au chômage » ou bien
qui disent « on ne me propose rien ». Parce que face à cela, je veux que nous ayons une vraie politique de formation continue et de qualification, un vrai service public de la qualification et de la formation tout au long de la vie. C'est cela l'émancipation véritable. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, notre formation continue, plus de 35 milliards d'euros. Elle forme bien celles et ceux qui ont déjà un emploi. Elle forme bien dans le même secteur, mais elle ne forme pas les intérimaires. Elle ne forme pas les chômeurs de longue durée. Elle ne prépare pas au changement. Et donc oui, nous avons un système généreux. Alors oui, on nous dit tous les jours, il ne faut rien changer à ce système, c'est notre modèle social. Mais il a été pensé, construit par un formidable consensus national après 1945. Mais notre monde se transforme, regardons-le. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Un bouleversement aussi radical, même bien davantage, que ce que nous avons vécu dans ce bassin minier où j'étais hier. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Des secteurs entiers d'activité vont être balayés, bousculés par le numérique, par la transition énergétique et environnementale. Et donc oui, des milliers, des millions d'emplois seront détruits. Mais des milliers, des millions d'autres seront créés dans d'autres secteurs qui sont autant d'opportunités. Dans le numérique, dans ce qu'on appelle la silver economy, parce qu'il faudra créer des secteurs d'activité pour aider les plus âgés, parce que le vieillissement est là, parce que la dépendance est là. Et nous devons nous préoccuper des plus anciens. Et donc, des secteurs d'activité nouveaux vont se développer. Des opportunités dans l'énergie, dans l'environnement, vont se créer. Aujourd'hui, celles et ceux qui sont en train de perdre leurs emplois, qui demain les perdront à cause de cette transition, rien n'est fait pour eux. Nous devons donc avoir un vrai service public moderne, contemporain, nouveau, qui va aider à cette transition, qui fera que dans 30 ans, nous n'aurons pas l'équivalent du bassin minier aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes et des hommes à qui on a proposé le chômage ou les minima sociaux. Alors que j'y étais hier, qu'est-ce qu'ils demandent? Du travail. Du travail. Et que toutes celles et ceux qui parlent d'assistanat aillent entendre ceux qui depuis des décennies vivent là-bas. Ils veulent du travail, rien d'autre. Et donc, ce service public de la formation, de la qualification, ce ne seront pas des nouveaux postes de fonctionnaires. C'est simplement la réorientation de notre système actuel. C'est de dire que nous devons, à chaque chômeur qui n'a plus de perspective, proposer, offrir une formation de 6 mois, d'1 an, 2 ans, pour pouvoir se requalifier vers ces nouveaux secteurs d'activité, pour pouvoir trouver sa place dans ce siècle qui commence, pour pouvoir trouver sa part dans ce monde qui se recompose. Cher Jean-Paul Delevoye, c'est ce que tu expliques, conférence après conférence, ce que tu expliquais déjà au CESE. Ce monde nouveau qui advient, notre responsabilité, c'est de le regarder en face, avec ses menaces et ses opportunités, et donc de préparer à tous les âges de la vie nos concitoyens. Et donc ce service public de la qualification et de la formation, il passera par
plus de transparence, de l'évaluation des formations qui sont offertes. Celles qui ne sont pas bonnes et qui n'ont pas de résultats seront supprimées. Nous ferons donc des économies. Mais celles qui sont adaptées, nous les développerons. Les universités prendront leur part. Mais nous proposerons à chacun de pouvoir se reconvertir. Et après cette formation, chacune et chacun devra prendre l'offre d'emploi qui lui est offerte si elle correspond à ses opportunités. C'est cela, mes amis, l'émancipation par le travail, l'émancipation qui nous permettra de rentrer dans ce siècle. L'émancipation, enfin, c'est l'école. Rien n'existe, rien ne se fait si l'école ne fonctionne plus. Comme je vous le disais, je viens d'Amiens. Rien ne me prédestinait, étant né à Amiens, dans la famille qui était la mienne, d'être là ce soir devant vous. Rien. Je suis là parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a poussé à travailler, à étudier, d'avoir une grand-mère, institutrice, puis directrice d'école, qui avait grandi, s'était sortie de sa condition par l'école, qui n'avait vécu que pour l'école. Et à chaque instant, j'ai pensé à cela, au fait que, à 2 générations près, rien ne me prédestinait à être devant vous. Alors il y a beaucoup de chance, il y a du travail, il y a des rencontres, il y a des gens qui vous aiment. Mais le socle de l'histoire de ma famille, le socle de ce qui m'a conduit ce soir devant vous, le socle de toute émancipation dans notre société, c'est l'école. Or, notre école aujourd'hui, notre école, elle est bloquée. Depuis 10 ans, ses performances sont de moins en moins bonnes. Les tests PISA, comme on les appelle, se dégradent. Les derniers tests anglo-saxons montrent que nous sommes, pour les mathématiques, en CM1 les derniers. C'est non seulement un échec sur le plan pédagogique académique, mais c'est une injustice, parce qu'une école qui ne marche plus, ce sont des injustices qu'on reproduit. C'est une société qu'on ne transforme plus. C'est l'injustice au carré. Dans un monde qui se transforme avec des opportunités formidables, qu'allez-vous expliquer à des enfants qu'on n'a pas su former? Et oui, il faut le regarder en face. Dans les endroits où nous avons concentré les difficultés économiques, sociales, les problèmes d'intégration, c'est là que l'école est en crise. Nous avons aujourd'hui 20% de nos enfants qui, en CM2, ne savent pas bien lire, écrire, compter. Ces enfants-là, ce sont les décrocheurs de demain. Ce sont, pour partie, certains des délinquants ou des chômeurs de longue durée d'après-demain. Ces décrocheurs de la petite enfance, je peux quasiment vous en donner les noms, selon leur famille, selon leur quartier, selon leur origine. Si nous croyons dans l'émancipation, si nous croyons dans la promesse républicaine, alors oui,
Nous devons nous indigner face à cela. C'est cela notre combat. Ce combat commence à la maternelle et j'expliquerai dans les prochaines semaines mon projet pour la maternelle qui est fondamental, en particulier dans les endroits les plus difficiles. Ce combat, c'est ensuite pour l'école, le collège, comme le lycée, de refuser le défaitisme dans lequel nous nous sommes installés et de remettre des heures d'enseignants devant les élèves. Baisser le nombre d'heures d'enseignement, ça n'est pas une réponse, c'est une défaite. C'est une injustice, en particulier dans les quartiers les plus difficiles. Parce que le cœur de ces difficultés que j'évoquais se concentre dès l'école primaire, dans les quartiers les plus difficiles, les plus pauvres, les plus défavorisés. Ce que je ferai, c'est que dans tous ces quartiers, dans ces 6000 classes de CP, et de CE1, je diviserai par 2 le nombre d'élèves par classe. Parce que dans ces classes où la difficulté s'est concentrée, c'est bien souvent non pas 20%, mais parfois 80, 90% de non-apprentissage, parce qu'il faut parfois de l'enseignement plus individuel, il faut d'autres méthodes. C'est un investissement véritable, mais pour l'avenir. C'est un investissement pour éviter d'autres coûts, celui de la délinquance, celui de l'échec et celui du chômage. C'est 12 000. Ces 12 000 postes, ils seront pour partie redéployés sur les créations en cours et pour partie financés sur les économies que je ferai dans le reste du système scolaire et en particulier sur l'épreuve du baccalauréat. Ce que je veux, c'est aussi mieux rémunérer ces enseignants, ces écoles. Dans ces écoles, qui sont les vraies terres de bataille de la République et de son émancipation, que devons-nous faire? Nous devons livrer bataille. Et donc nous devons donner de l'autonomie pédagogique, de l'autonomie de recrutement, de la possibilité de choisir les enseignants qui y travaillent, de les recruter sur l'adhésion à un projet, de les rémunérer bien davantage parce qu'ils portent un projet et de leur permettre d'avoir beaucoup plus de liberté. Ce que nous avons vu ensemble. Ce que nous avons vu ensemble, cher Frédéric, ce matin, à LM, dans cette école maternelle, c'est un investissement, en particulier de la mairie, de l'école, de l'ensemble des enseignants, pour justement aller contre le destin. Mais dans un vrai projet pédagogique, une vraie autonomie, c'est celle-là que je veux, partout dans l'école de la République. Plus de liberté,
plus de moyens, mais en même temps, plus de responsabilités. Avec la liberté, il y a l'évaluation, la responsabilité. Avec l'autonomie supplémentaire, il doit y avoir une évaluation partout, pour tout le monde, une vraie transparence. On doit voir les endroits où on n'arrive pas à avoir des résultats et ceux où on arrive à contrecarrer le destin. C'est celle-là, l'école que je veux, c'est ce projet. Plus d'autonomie, plus de reconnaissance pour les enseignants et en même temps plus de responsabilité et d'évaluation. Je reviendrai dans les prochains jours et les prochaines semaines sur le projet que je veux que nous portions plus en détail, sur le collège, sur le lycée. Mais 2 mots, ici encore. Le premier pour vous dire que l'un des défis qui est le nôtre, c'est lorsque le lycée s'achève et que les enfants doivent prendre la mer, l'entrée dans ce monde nouveau, dans l'enseignement supérieur. Nous avons une transformation profonde à conduire, celle de l'orientation, celle qui consiste à accompagner tous les enfants, et en particulier les boursiers, celles et ceux qui viennent des quartiers les plus défavorisés, à accéder à l'information, à accéder aux bonnes formations. J'étais tout à l'heure avec des enseignants, des associations formidables. Cher Père Mathieu, ce que tu conduis depuis tant d'années ici, avec ce formidable projet des programmes d'études intégrées, qui a été chercher des jeunes boursiers à Lille, puis dans la région plus loin, pour contrecarrer la fatalité. Pour permettre à des jeunes qui sont boursiers, dont les parents n'avaient pas fait d'études, eh bien d'accéder au supérieur. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ce sont bien souvent les mêmes qui accèdent au supérieur. Parce que pourquoi vous avez, dans certaines filières, plus des 3/4 des élèves qui arrêtent à l'issue de la première année d'université? Mais parce que personne ne leur a expliqué. Personne ne les a accompagnés, ne les a informés, ne leur a dit ce qui était bon pour eux ou ce qui correspondait à leur goût. Et la plus belle phrase, c'est celle qu'a prononcée tout à l'heure Omar, lorsqu'il a dit « Avant de rentrer dans le programme, je pensais que tout ça, ce n'était pas fait pour moi. » Alors oui, l'émancipation, c'est quand justement par cette transformation, on fait que les plus défavorisés arrêtent de penser que tout cela n'est pas fait pour eux. Alors j'y reviendrai. Il y a aussi le travail formidable fait dans les lycées professionnels, le travail essentiel fait dans l'apprentissage pour nos jeunes. Cher Patrick, j'y reviendrai dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je ne peux pas tout vous dire ce soir, vous le savez bien. On me reproche parfois même d'être trop long. Mais je suis trop long parce que j'explique, parce que je décris ce monde, parce que j'essaie de porter ce projet commun, ce sens commun qui est le nôtre, de réinscrire
Alors oui, je reviendrai vous parler de l'apprentissage, de l'environnement, de la culture qui sont aussi les armes de notre émancipation collective. Mais je finirai par vous dire une chose simple. Cette émancipation qui est notre projet, qui est d'aider celles et ceux qui réussissent à réussir encore mieux, plus vite et plus fort, d'aider chacune et chacun à trouver sa place parce que nous vivons ensemble. Ce projet qui réconcilie l'efficacité, la liberté et la justice sociale. Il n'est possible que par votre engagement, que par l'engagement de toutes et tous. Il n'est possible que par le travail des associations, des élus locaux, du terrain, de ce qui est fait. Cette région, elle se bat. J'ai parlé de beaucoup d'élus. Toi, Dominique, j'étais il y a quelques mois encore à Wattrelos à tes côtés, de ce qui est fait par le président de la région, Xavier Bertrand, à qui je veux ici aussi rendre hommage, qui se bat et qui s'est battu face au Front National. Que Jean-Paul Huchon, qui est toujours à mes côtés, a conduit lorsqu'il menait les destinées de cette belle région d'Île-de-France. Et il est là parmi vous. Que tu as mené, Jackie, à la tête de la CCI. Ce combat, c'est celui des élus, c'est celui des associations, c'est votre engagement. C'est comme cela que nous le tiendrons. Alors vous savez, j'entends déjà toutes celles et ceux qui nous diront, qui vous diront que c'est un rêve, que nous sommes des rêveurs. À force de croire obstinément à ses rêves, on finit par imposer sa réalité. Alors oui, mes amis, cette phrase que vous venez d'applaudir, elle n'est pas de moi. Elle est de Pierre Mauroy. Alors oui, je vais vous le dire ce soir, que toutes celles et ceux qui pensent que nous sommes des rêveurs soient rassurés. Nous le sommes. Mais que toutes celles et ceux qui pensent que nous sommes des rêveurs soient terriblement inquiets parce que nous sommes des obstinés. Donc, ce que je demande, ce que je vous demande ce soir, avec moi, c'est pour les 100 jours qui nous restent, de porter ce projet d'émancipation partout, de rassembler toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui à droite et qui vous disent vouloir y rester, mais ne pas s'y retrouver. Toutes celles et ceux qui, à gauche, doutent et ne s'y retrouvent plus. Toutes celles et ceux qui ont peur. Ne cédez rien aujourd'hui.
au discours de la haine. Ne cédez rien au discours du repli. Venez retrouver le mouvement de l'optimisme volontaire, celui de l'espérance, le nôtre, le vôtre. J'ai besoin de votre force, de votre fougue. Vive la République! Vive la France! Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être là. Merci à vous. Félicitations. Je compte sur vous.